Vous présenter et appeler Genève pour savoir si le philosophe Denis de Rougemont est en ligne. Monsieur de Rougemont? Oui. Monsieur de Rougemont, c'est à vous que très brutalement je pose la première question. Vous avez entendu une partie des conversations que nous avons eues. Les progrès techniques en matière d'aéronautique sont énormes. Qu'est-ce que le philosophe, le sage assis que vous êtes, et l'homme dont nous avons entendu les positions et dont nous avons appris les positions pendant notre enfance et dans notre éducation, qu'est-ce qu'il observe? En quoi la vitesse a amélioré, modifié l'homme? Moi, je vais répondre à votre question par une autre question. Oui. J'ai entendu avec admiration et respect les techniciens, les diplomates qui se sont exprimés en techniciens et en diplomates sur cette antenne. Je me rends bien compte que le public est fortement conditionné au moment où nous en sommes en faveur de Concorde. Et alors je viens, moi, comme un naïf, c'est-à-dire comme un philosophe, poser 2 ou 3 questions très simples. À quoi est-ce que ça sert, Concorde? Voilà une question que je n'ai pas entendu poser ce soir et à quoi, je crois, personne n'a cherché à répondre par avance. J'ai écouté avec soin, j'ai lu avec soin tout ce qu'on a écrit sur Concorde, tout ce qu'ont écrit ses partisans depuis ces derniers mois notamment, c'est-à-dire ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont financé, ceux qui cherchent à le vendre aujourd'hui, c'est-à-dire qui font le boniment habituel pour le vendre. Quand on veut vendre un produit, on exalte ses qualités et on passe sous silence ses défauts, fussent-ils extrêmement graves. Oui. Comme c'est, je crois, le cas des défauts de Concorde, dont on n'a absolument pas parlé ce soir. L'argument majeur que l'on développe... Je suis d'accord avec vous, monsieur de Rougemont. Vous avez probablement manqué une partie du débat parce que je crois savoir que notre invité américain n'était pas particulièrement tendre pour les défauts de Concorde. Parenthèse fermée. Oui, vous allez voir que je pense tout à fait à autre chose. L'argument majeur, c'est que Concorde va plus vite que les autres. Il va gagner 3h30 sur le parcours de Paris à New York. Maintenant, moi, je pose cette question de philosophe naïf, je le répète. Ces 3h30 gagnées, qu'est-ce que vous allez en faire? Elles coûtent extrêmement cher. Elles coûtent plusieurs milliers de francs l'heure au client qui paiera son billet. Elles ont coûté à peu près 15 milliards jusqu'ici aux contribuables français et anglais. Oui. Et le coût, nous venons de l'apprendre, 85 tonnes de kérosène par vol. Il semble qu'il y a là des questions à poser auxquelles il faudrait tout de même que quelqu'un réponde. Oui. Est-ce que l'heure de vie du PDG, qui sera probablement le client de choix de Concorde, est tellement précieuse qu'il faille, pour la gagner, comme on dit, risquer le crédit de 2 grandes compagnies nationales aériennes? Et ce qui est peut-être beaucoup plus grave, qu'il faille risquer la destruction des couches supérieures de l'atmosphère. Oui, monsieur de Rougemont, je voudrais que nous clarifions un peu notre débat, car vous êtes en train de poser en français les termes des questions posées par monsieur Cazot sur le plan technique. Et moi, je voudrais vous demander ceci. Vous nous retournez les questions, et tout à l'heure, au fond, si j'ai bien saisi votre raccourci, il y avait quelque chose qui était extrêmement intéressant pour la réflexion du philosophe que nous attendons de vous, monsieur de Rougemont, c'était à quoi l'homme va-t-il utiliser le temps qu'il aura ainsi économisé? En avez-vous vous-même une idée? Et maintenant, nous allons laisser un peu de côté cette clientèle d'affaires, et je vous l'accorde, c'est vrai qu'elle est, si j'en crois ce que l'on dit, plus spécialement destinée à Concorde, mais l'homme qui a gagné de la vitesse depuis le début de ce siècle, d'après vous, s'est-il ou non amélioré, a-t-il accompagné le progrès ainsi que vous l'écriviez, je crois, aux alentours des années 1930? Ça, j'y viendrai plus tard, si vous permettez. Bon. J'étais en train de poser un argument auquel je tiens beaucoup. Vous voulez une réponse, monsieur de Rougemont? Non, je suis en train de la développer moi-même. Bon, d'accord. Le point que je veux développer est le suivant. Il semble que gagner 3h30 pour 100 personnes sur un vol Paris-New York soit mis en balance avec les risques, je ne dis pas la certitude, mais les risques de destruction de la couche d'ozone qui, comme vous le savez, protège la vie sur la Terre et protège notamment la vie humaine. Monsieur de Rougemont, il y a là un pari de Pascal à rebours.
Oui. C'est-à-dire, si vous perdez tout pour tout le monde, oui. Et si vous gagnez très peu pour quelques-uns. C'est-à-dire, vous gagnez quelques heures. Bon, je crois que ce que vous dites là... Est-ce que ce pari mérite d'être tenu? Je pose la question. Et je voudrais bien que quelqu'un y réponde. Monsieur de Rougemont, toute courtoisie et déférence gardée, je vous admire beaucoup et je vous la dois. Faisons-nous, oui ou non, un débat ou voulez-vous plutôt poser des questions à monsieur Giraudet? Et en quoi je dis, cette fois, nous attendions de vous une réflexion. Je respecte infiniment vos arguments, je dirige simplement une émission et je ne voudrais pas que ces arguments-là doublonnent, une deuxième fois donc, avec ce qui a été dit. Alors, voulez-vous une réponse, disons, du président d'Air France, par exemple? Elle sera brève, s'il veut bien me permettre de le lui demander, après quoi nous entrerons peut-être dans notre sujet. Voulez-vous? J'en serais très heureux. Bien, alors moi aussi. Monsieur Giraudet? Mais écoutez, moi je ne vois pas pourquoi monsieur de Rougemont consacre tous ses arguments à Concorde. Gagner 3h30 sur l'Atlantique, bien sûr, mais lorsqu'on traversait l'Atlantique en 18 heures, pourquoi ramener à 7 heures ou 7h30 la durée de la traversée de l'Atlantique? Et après tout, lorsqu'on traversait l'Atlantique en 5 ou 6 jours en paquebot, pourquoi ramener à 18 heures la traversée de l'Atlantique? C'est toute la question du progrès dans les communications qui est posée. Pourquoi se poserait-elle exclusivement au moment où arrive le Concorde? Et pourquoi ne s'est-elle pas posée auparavant? Pourquoi M. de Rougemont a-t-il l'air de croire que Concorde, les quelques Concordes qui vont voler vont polluer définitivement l'atmosphère, alors que des milliers et des milliers d'avions civils et militaires volent tous les jours, polluent infiniment plus que Concorde, que des milliers d'autres causes, les simples aérosols par exemple, et d'autres causes diverses, polluent l'atmosphère et engagent le sort de l'humanité dans des proportions qui n'ont aucune mesure avec Concorde? Et pourquoi véritablement toutes les difficultés, toutes les oppositions se concentreraient-elles sur Concorde? Voilà la question que je voudrais poser. Bien, alors monsieur Rougemont, est-ce que vous voulez répondre ou est-ce que nous faisons enfin notre débat? Écoutez, je crois que nous sommes en plein dans le débat. Allons-y. Si j'ai bien compris, le débat était autour de Concorde ce soir. Alors j'ai demandé à quoi est-ce que ça sert. On m'a répondu ça sert à gagner du temps. Et je reste dans mon sujet en disant à quoi est-ce que ça sert de gagner du temps? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ça n'est pas un idéal de progrès qui me paraît aujourd'hui dépassé? Le 19e siècle a pensé que le progrès, c'était extrêmement simple. Il s'agissait d'aller toujours plus vite, de faire des choses toujours plus grandes, toujours plus chères, et même toujours plus bruyantes. On a pensé cela dans l'ère pré-atomique, c'est-à-dire jusqu'à 1945. On a pensé que tout devait être dirigé vers la puissance matérielle, centralisée autour des États-nations et de leurs grandes sociétés. De tout ce qui est centralisé autour de tout ce qui échappe à nos prises, de tout ce qui risque de détruire la nature et la communauté sans que l'homme puisse réagir. Ce qui me paraît extrêmement mauvais, non seulement pour la nature, mais pour la morale sociale des gens. Monsieur de Rougemont, pensez-vous, Monsieur de Rougemont, Monsieur de Rougemont, Monsieur de Rougemont, je pose une question, permettez. Je voudrais vous demander si vous estimez que la faculté de compréhension de l'homme, au fond, nous nous intéressons au progrès, nous regardons effectivement, mais est-ce que nous avons amélioré notre qualité d'homme ou bien est-ce que ce progrès se déroule malgré nous et presque en dehors de nous? Alors, je crois que ça n'a aucune espèce de rapport. Je pense que je suis complètement en dehors du sujet, quoi. L'amélioration qui pourrait venir, pas du tout. Je persiste à croire, nous avons un malentendu fondamental ici. Je persiste à croire que je parle de Concorde et de ses effets possibles sur la société et sur l'homme actuel. Alors j'en étais à ce point où je vous expliquais qu'à mon sens, Concorde répond admirablement à l'idéal de progrès qui a été celui du 19e siècle. Et je pense, ça sera mon dernier mot là-dessus, qu'aujourd'hui, les choses ont changé, que par exemple, au gigantisme qui a été tellement honoré jusque dans les années 1950 ou 60 de ce siècle, on est en train d'opposer la miniaturisation, un slogan comme celui de l'anglais Schumacher, « Small is beautiful », et que dans d'autres domaines, on est en train d'opposer à la vitesse à tout prix, on ne sait pas vers quoi diriger, quelque chose qui me paraît infiniment plus intéressant et que j'ai essayé en tant que philosophe de définir peu après la bombe d'Hiroshima en disant que je crois que le grand luxe
de l'époque qui vient et qui va être défendue et illustrée par quelques philosophes, c'est la lenteur au sein du silence. Je vous remercie infiniment parce que dans ces dernières minutes, Monsieur de Rougemont, nous avons effectivement atteint la réflexion que nous espérions. Peut-être aussi ce malentendu vient-il du fait que vous n'avez pris la liaison directe avec Paris qu'en cours de route, ce qui effectivement, du point de vue de la clarté du débat pour les spectateurs, était un peu pernicieux parce qu'ils attendaient pour la deuxième fois des arguments déjà développés. Monsieur Paul Guimard, est-ce que vous-même vous avez l'impression qu'un progrès